Il semblerait qu'il me revienne d'animer cette table ronde. Quand M. Ahouet m'a proposé d'animer la table ronde, c'est bien volontiers que j'ai répondu favorablement, parce que, comme chacun d'entre nous le voit, la société est en train de se transformer sous nos yeux. De nouvelles formes d'entreprises apparaissent chaque jour, exploitant les ressources considérables du réseau Internet. Pour remonter un peu en arrière, nous avons tous en tête la création de géants aujourd'hui comme Amazon, Google, Facebook, mais plus récemment des sociétés de moindre taille, mais qui ont cru très rapidement. Je pense à Uber, Blablacar, et naturellement, j'en oublie de nombreuses. Jamais, dans le passé, l'information n'a été aussi accessible. Vous savez tous parfaitement qu'en quelques clics aujourd'hui, vous pouvez organiser un voyage à l'autre bout du monde. Les logiciels en ligne, ce qu'il est convenu d'appeler le cloud computing, ces logiciels en ligne permettent désormais d'accéder à des services auxquels les PME en particulier n'auraient jamais pu accéder auparavant en raison du coût prohibitif, très souvent, coût prohibitif relatif à l'installation des structures informatiques. Je pense aussi aux outils collaboratifs. Les outils collaboratifs permettent de traiter un certain nombre de problèmes qui ne nécessitent plus de se réunir physiquement. La démultiplication des capacités de stockage, alliée à des méthodes de data mining aujourd'hui, et je dirais surtout au développement de l'analyse d'une information non structurée, eh bien, permet de restituer sous des formes aptes à aider à la décision un certain nombre d'informations, un certain nombre de connaissances. Donc tout cela évolue très rapidement. Je pourrais encore citer de nouvelles applications qui sont capables d'apprendre des comportements. Donc tous les jours se développent de nouvelles applications de ce type. Elles apprennent des comportements et les restituent. Alors, je dirais que cela n'a pas empêché les accidents des voitures autonomes, mais ce n'est qu'un épiphénomène. Tout le monde parle aujourd'hui de la ville intelligente. Donc ça, c'est un vrai sujet pour demain. Et puis, comme j'ai un certain nombre de collègues enseignants en face de moi, je dirais que le domaine de l'enseignement n'échappe pas, lui non plus, à cette révolution, avec les plateformes d'enseignement à distance, avec le Learning Analytics, qui analyse les comportements des apprenants. Alors, je vais arrêter là ma liste, mais c'est simplement pour citer quelques faits marquants que nous rencontrons aujourd'hui et qui appellent un certain nombre de questions. Donc, vous voyez, la société se transforme sous nos yeux, mais cette transformation n'est pas sans soulever un certain nombre de questions. Sur le plan de la vie privée, d'abord, qui n'a pas entendu parler de piratage de données ? Il suffit de se référer à une affaire tout à fait récente, l'affaire Facebook, mais nous entendons assez régulièrement parler de piratage de cartes bancaires. Qu'en est-il des traces laissées sur le réseau Internet, en particulier les réseaux sociaux ? Ces traces qui, parfois, sont utilisées par des recruteurs. Donc, méfiez-vous. Alors, sur cette question en particulier, est-ce que le règlement général sur la protection des données, qui a été adopté par le Parlement européen en 2016, est capable d'apporter une réponse ? Sur le plan économique, eh bien, nous pouvons... Alors, sur le plan privé, je citerai encore les réseaux de caméras dans les villes. Ça aussi, c'est de la nouvelle technologie. C'est particulièrement intrusif. Sur le plan économique, eh bien, je dirais que les métiers sont en train de se transformer. Jusqu'à quel point ?
Je pense en particulier à la technologie blockchain, qui dit-on, est susceptible à l'avenir de remplacer les tiers de confiance, les notaires, mais le système bancaire est touché aussi. Nous assistons à une sorte de destruction créatrice au sens où le disait Schumpeter, où les métiers, les activités changent. Et pour employer la terminologie à la mode, je dirais que les pure players prennent petit à petit ou remplacent petit à petit les brick and mortars, voire aujourd'hui les soucis que rencontre l'entreprise Carrefour. Et puis, n'oublions pas le social. Sur le plan social, bien, toutes ces transformations ont un coût. Elles ont un coût social d'adaptation à une société et qui, petit à petit, se déshumanise. Va-t-on vers une société complètement robotisée où l'homme deviendrait l'esclave de la machine? Et puis, j'arrête là mes questions, parce que les invités doivent aussi parler, c'est la règle du jeu. Donc, pour nous parler de ces questions, eh bien, nous avons autour de la table, mais les noms sont ici, alors je vais faire vite. Marion Gnassia, qui est responsable des ressources humaines du groupe Altior. Émeric Libaud, cofondateur de Pentalog. Il est précisé même digital activiste. Mathieu Exbraya, mon collègue du LIFO, du laboratoire d'informatique d'Orléans. Et puis Nathalie Brossier, qui est doctorante en sciences de gestion et qui appartient au laboratoire Valorem, qui est un laboratoire de management commun à l'université d'Orléans et de Tours. Alors, je vais essayer d'avoir un fil conducteur, mais bien souvent, on démarre avec cette idée, et puis les réponses des différents intervenants fait qu'on est obligé d'y déroger. Ah oui, je dois terminer à quelle heure? À quelle heure? 16h30, et là, il est 15h. Bon, je dois impérativement terminer à 15h30. Bien, alors, dans 16h30, oui. 15h30, c'est un peu court, je vous le concède. Alors, je vais commencer par une première question qui va s'adresser à Marion Gnassia, pour replacer peut-être un peu l'émergence de ces technologies dans un contexte historique. Et je voudrais lui demander comment les technologies numériques ont-elles émergé d'un point de vue historique? Alors, en fait, c'est une question intéressante parce que quand j'ai été invitée à cette table ronde, pour être honnête, j'ai eu un petit coup de stress en me disant « mince, je ne sais pas trop ce que c'est que le knowledge management ». Et puis en me renseignant un peu, j'ai eu une autre bouffée de stress en tombant sur des concepts qui ont été un peu développés tout à l'heure. Et je voulais remercier les étudiants qui sont passés juste avant parce que vous m'avez beaucoup détendu. Vous avez parlé énormément ressources humaines, ce qui a été une grande surprise, et vous avez une approche assez théorique mais aussi à la fois pratique. Et en fait, moi, j'avais à cœur de resituer justement, on parle beaucoup des nouvelles technologies et tout ce qui a été cité juste avant, c'est exactement ça, on en parle beaucoup, ça occupe beaucoup de temps d'actualité, beaucoup de choses. Et je m'étais dit, mais finalement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dominé justement par ce qu'on appelle les GAFA, donc les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon. On vit dans un monde où on est énormément dans le digital, alors que finalement, quand on regarde un peu en arrière, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'entreprise et dans l'histoire du quotidien de chacun. Juste pour rappeler, c'est quand même intéressant de garder en tête que ce qu'est Google aujourd'hui, ils ont tous un point commun, ces fameux GAFA, c'est qu'ils sont tous partis soit d'un garage, soit d'une chambre. Ils sont tous partis de l'idée de quelqu'un qui semblait illuminé à ses collègues et à ses pairs. Apple, Steve Jobs, il voulait créer des ordinateurs pour les particuliers. C'était un truc qui ne se faisait juste pas dans les années 80. L'ordinateur, c'était que dans les centres de recherche et pour les grosses entreprises.
Facebook, c'était un réseau social en ligne, ça n'existait même pas, Internet existait à peine. Amazon, c'est juste un gars qui voulait vendre des bouquins sur Internet depuis son garage, c'était un concept clairement d'illuminé. Je pourrais citer des tas d'exemples comme ça, mais quand on remonte dans l'histoire, simplement ramener sur l'approche historique que tout ça, c'est un phénomène super récent. On le rappelait il y a peu de temps avec la sortie de l'iPhone 10. Le premier iPhone, c'est 2007. C'est juste rien. Et pour en revenir au management de ces connaissances, finalement, c'est des entreprises qui ont une très grosse croissance, mais qui au départ sont parties de pas grand-chose, d'un concept, d'une idée. Et c'était ça qui... alors, il faudrait le ramener dans le sujet, mais c'était ça qui me semblait intéressant de souligner, c'est qu'on est dans quelque chose qui est encore complètement à ses balbutiements et qui mériterait d'être... qu'il faut aussi replacer dans son contexte et dans sa perspective. On n'en est qu'au début de quelque chose et ces géants-là sont devenus géants très vite. À voir ce que ça deviendra dans le temps. Merci. Bien, justement, sur le plan historique, nous en sommes arrivés aujourd'hui, partant des prémices, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui, à parler d'intelligence artificielle. C'est un terme que nous entendons partout aujourd'hui, que pour ma part, je prends avec beaucoup de recul. Parce qu'avant de parler d'intelligence artificielle, faudrait-il peut-être définir ce que l'on entend par intelligence, avant de dire qu'elle peut être artificielle. Mais ce n'est qu'une réflexion toute personnelle. Alors, sur ce que l'on entend généralement par intelligence artificielle, je voudrais interroger Mathieu Exbraya, puisque c'est son domaine de prédilection. Pour qu'il nous donne d'abord peut-être une rapide définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, pour ensuite essayer de nous dire quelle confiance on peut lui attribuer. Bien, traditionnellement, la définition de l'intelligence artificielle, on va la répartir un petit peu suivant deux axes orthogonaux. L'un qui est plutôt du côté de la pensée, l'autre plutôt de l'action. Donc, côté action, on va trouver tout ce qui va s'apparenter à la robotique, typiquement voiture autonome, etc. Côté pensée, tout ce qui va être un peu plus symbolique, abstraction, gestion de l'information, de la connaissance. Et puis, on peut voir également l'intelligence comme, de manière orthogonale, d'une autre manière, qui est est-ce qu'il s'agit de penser rationnellement ou de penser comme l'humain, ce qui peut diverger un petit peu de temps en temps. Et donc à partir de ces quatre axes, on a un certain nombre de techniques qui ont été développées. Alors tout ça a commencé dans les années, les années qui ont suivi la guerre, dans les années 50, on va dire, essentiellement. Le terme d'intelligence artificielle est apparu à ce moment-là. Et c'est un terme qui fait un petit peu rêver avec intelligence, donc il y a un petit peu des alternances de phases où on va faire énormément de communication sur le terme, et puis d'autres où d'un seul coup on va se rendre compte que ça n'est pas magique. L'intelligence artificielle telle qu'elle est utilisée, telle qu'elle a été utilisée jusqu'ici, consiste essentiellement à mettre en place des algorithmes, donc des techniques qui vont permettre de résoudre des problèmes qui prendraient un temps beaucoup trop long à résoudre si on voulait faire de manière soit manuelle, soit exhaustive. Donc souvent on va essayer de manipuler depuis quelques années, notamment des grands volumes de données, et puis on va essayer d'avoir des approches qu'on va qualifier généralement d'heuristiques, qui vont consister à utiliser des astuces un petit peu pour aller plus vite à une solution à partir des informations dont on dispose. Alors, ce qui a beaucoup changé dans les dernières années, c'est essentiellement la disponibilité de machines beaucoup plus puissantes et puis de quantités d'informations disponibles gigantesques, ce qui a permis notamment le développement. On parle beaucoup de deep learning depuis quelques temps. Un deep learning, c'est finalement prendre les réseaux de neurones qui existent depuis assez longtemps, leur apporter quelques améliorations techniques, mais surtout les faire tourner sur des très grosses machines et en leur fournissant une masse de données. Et donc à partir de là, on arrive à faire apprendre des concepts à la machine. Le seul inconvénient étant qu'un réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle une boîte noire. Donc on voit très bien à la fin si elle répond correctement ou pas, mais on n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle le fait. Et à l'inverse, on va trouver des approches plus reposant sur des approches plus logiques, où on va essayer de
proposer de donner un certain nombre de concepts à la machine et de lui faire avoir une approche logique un petit peu dans la continuité de ce qui a pu être défini dans l'Antiquité par les philosophes. Alors, typiquement, ça c'est ce que l'on appelle l'intelligence artificielle de manière assez traditionnelle, et s'est développé un autre courant depuis quelques années avec, on va dire, toutes les tendances dont on peut entendre parler par des gens comme Elon Musk, par exemple, ou Stephen Hawking il y a quelques temps, autour de ce qu'on appelle le mythe de la singularité, les concepts d'intelligence artificielle forte, qui est de se dire, dans quelques temps, on arrivera à faire des machines qui... j'en sais rien, peut-être qui ont une conscience et puis qui seront capables de prendre la main sur nous, et puis ça va arriver d'un seul coup, on ne va pas le voir arriver. Bon. Cela reste un débat qui est plus d'ordre philosophique que scientifique pour l'instant. Oui, c'est plus de la science-fiction, non? C'est possible. Pour reprendre un terme que j'ai lu dans un ouvrage récent d'un collègue qui fait de l'intelligence artificielle à Paris, c'est de l'ordre des choses qu'on peut imaginer, mais on peut déterminer aucune probabilité. La probabilité que ce genre de choses arrive est non mesurable. Donc, on peut l'imaginer, mais effectivement, pour l'instant, ça reste de l'ordre de la science-fiction. Est-ce que les réseaux de neurones artificiels relèvent véritablement de l'intelligence artificielle? En fait, il ne s'agit que d'apprendre à partir d'une énorme masse de données. Toute l'intelligence artificielle telle qu'on l'utilise actuellement, ce n'est jamais qu'une machine qui est capable de manipuler de l'information et de proposer une décision, mais il n'y a pas d'intelligence derrière. Monsieur Libaud, vous vouliez surenchérir? Oui, non, je voulais réagir sur l'intelligence artificielle et ce qu'on peut imaginer sur l'avenir. Moi, je suis un défenseur sur le fait qu'il faut vite s'éduquer à un environnement avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle est déjà autour de nous. Certains ont peut-être vu sur leur téléphone arriver un petit message, X minutes pour arriver à la maison. C'est de l'intelligence artificielle, elle est là et ça mène un service. Donc il y a des services qu'il faut accepter et des services qu'il ne faut pas accepter. Et la différence entre les deux, c'est notre libre arbitre. Et il faut très vite s'éduquer à ça, et il faut commencer l'éducation très, très, très tôt pour se dire j'accepte, j'accepte pas, et pas être, entre guillemets, si je pousse le bouchon un peu loin, être le mouton qui va accepter tous les services, qui va faciliter la vie, mais ça a un prix. Voilà. Donc jusqu'à quel niveau peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle? Commencer à zéro. Disons qu'on peut... c'est un peu comme tout processus, je dirais, d'analyse, de décision. Il y a plusieurs niveaux qui peuvent conduire à des erreurs. Déjà, la machine peut être mal conçue. Donc, on peut leur introduire un biais dès le départ en oubliant certains aspects de l'apprentissage et puis forcer plutôt la main sur une facette et l'amener à décider en oubliant une partie des cas de figure qu'elle aurait pu rencontrer. On peut aussi, par la suite, avoir un jeu d'apprentissage de la machine qui est déséquilibré. Enfin, bon, pour illustrer cela de manière très quelconque, si on veut faire apprendre à une machine à décider entre deux photos, s'il s'agit d'un chat ou d'un chien, si on donne des millions de photos de chats et quelques-unes de chiens, elle verra des chats partout. Et donc, encore un niveau de biais. Et puis, il y a d'autres exemples comme ça qui ont pu apparaître. J'avais lu quelque part une anecdote quelque chose qui est assez à la mode, hein, c'est notamment lié au test de Turing. Le test de Turing, c'est un concept dans l'intelligence artificielle qui consiste à essayer de faire en sorte on échange avec quelqu'un, donc on ne sait pas si c'est une machine ou un humain, donc on le fait par le biais typiquement d'un clavier, d'un écran, et on doit à la fin décider si la personne en face est un humain ou un automate. Et donc le test de Turing est passé, alors je me souviens plus, mais si à peu près 50% des gens ou 75%, je ne sais plus, pensent que c'est un humain. Alors ce test n'a pas, à ma connaissance, encore été passé. On a eu un gros effet d'annonce il y a quelques années où on nous a dit le test de Turing a été passé, mais en fait le système était complètement biaisé. C'est-à-dire qu'on annonçait que la personne qui était de l'autre côté de la machine était un adolescent, et puis le test se passait en anglais, mais ce n'était pas sa langue maternelle. Donc, et il y avait quelques autres biais comme ça, donc c'est toujours facile d'apporter quelques simplifications qui permettent de faire croire que, mais bon, on a encore pas mal de chemin à faire de ce côté-là. Oui, et je crois qu'il y a le contexte aussi. Est-on capable d'apprendre l'intégralité du contexte, c'est-à-dire l'intégralité des paramètres?
Je pense à la Tesla qui a écrasé un piéton. Bon, c'est sans doute que l'ensemble des paramètres n'a pas été pris en compte au niveau du phénomène d'apprentissage. Dès le moment où on traite de l'information, on fait une abstraction, donc on simplifie le monde, et donc il y a toujours des paramètres qui nous échappent, effectivement. Et l'intelligence artificielle, l'intelligence plus exactement, n'est-elle pas de s'adapter à des situations inconnues? Alors que quand on est dans le domaine de l'informatique, en fait, tout ce qu'on fait, c'est que l'on essaie d'apprendre à partir de situations connues. C'est typiquement les réseaux de neurones artificiels. On apprend à reconnaître des formes. Alors que l'intelligence, en principe, pour moi, c'est le fait d'être capable de s'adapter à des situations qui n'ont jamais été rencontrées. L'intelligence humaine. Non? Me trompais-je? Moi, je veux bien compléter un petit peu ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Mathieu a dit que ça a commencé, l'intelligence artificielle, tu datais ça d'après la Seconde Guerre mondiale, 56 en gros, Dartmouth. Et oui, je pense que c'était la référence. Et à l'époque, la définition de l'intelligence artificielle, c'était vraiment la construction de programmes informatiques qui devaient réaliser des tâches de haut niveau comme celle d'un homme. Maintenant, cette définition, elle évolue. Et alors, il y a le rapport Stanford il y a 100, donc, qui a 2 ans à peu près, oui, 2016, où Niels Nilsson donne une nouvelle définition de l'intelligence artificielle, et notamment il définit l'intelligence de la manière dont vous l'avez faite, c'est-à-dire la capacité pour une entité physique ou non de s'adapter à son environnement et d'agir de manière appropriée à l'environnement. Et donc ça change un petit peu la donne. Et si on regarde la définition, alors là du rapport de Villani qui a 2 jours, quoi, il a carrément refusé de donner une réelle définition en disant que c'est trop difficile de donner une définition complète. Par contre, il donne quand même deux aspects. D'une part, c'est, alors je ne sais plus comment il dit ça, c'est la fiction en quelque sorte. C'est un mélange de fiction et de science. Donc là, c'est quand même très très large. Et puis, sur les biais, je veux revenir à la fois sur les biais dont vous parliez tout à l'heure. Il peut y avoir des biais simplement dans la collecte d'infos. Un capteur, typiquement la Tesla, mais pour tout système d'information, il peut y avoir un biais, une donnée corrompue, quelle qu'elle soit. Et donc là, par exemple, un capteur, il y a, je ne sais pas, sur une aile d'avion, il y a environ 1000 capteurs. Donc l'homme seul, de toute façon, est dépassé. Mais la machine peut avoir un défaut au niveau de la collecte de l'information, de l'acquisition. Et donc, voilà. Mais aussi, donc toujours quelque chose que je ne savais pas alors que j'ai vu dans des travaux et puis aussi que j'ai lu dans le rapport Villani. A priori, il y aurait un biais possible des informaticiens, notamment en fonction du genre, puisque Villani demande à ce que 40% des informaticiens soient dorénavant des informaticiennes, dans la mesure où il y aurait un biais, oui, 40%, oui, pas 50%, 40% seulement, dans la mesure où il y aurait un biais dans la programmation des algos, lié au genre. Alors ça, moi, j'étais pas au courant, mais il y a, au moins par labo, on voit une manière de coder différente d'un labo à l'autre ou pas? Joker, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai été étonnée. Et alors, notre équipe est assez féminisée, donc je ne sais pas. Vous êtes au-delà de 40%. Et autre chose que tu parlais d'algo, ou vous parliez d'ailleurs tous les deux d'algo et de données, je voulais juste dire, dans la mesure où il y a pas mal d'étudiants qui sont en management, le premier qui a parlé pour l'intelligence artificielle d'algo et de données, donc, alors il parlait de programme plutôt que d'algo, mais d'algorithme, mais bon, ça voulait dire algo, c'est Simon. En 1956, il y avait Herbert Simon, qui est connu de tout le monde, enfin tous les... théoriquement, qui est un prof d'économie. Non, mais ça montre que déjà, à l'époque, donc dès 1956, c'était vraiment quelque chose, l'intelligence artificielle, donc malgré les hivers qui sont apparus postérieurement, mais dès 1956, c'était quelque chose qui était envisagé de manière très, très transversale. Et donc, il y avait notamment Simon, et donc c'était un des premiers qui a proposé cette distinction algo et data, qui, on est en plein dedans aujourd'hui. Et alors, je sais pas, le GPS, c'est lui qui a proposé avec Nivelle
le GPS. Voilà, donc juste pour dire, les biais, oui, dans l'acquisition, mais aussi dans les algos. Moi, je voulais juste revenir sur un point que vous avez cité tout à l'heure sur l'intelligence et les systèmes qui ne sauraient pas quoi faire sur des cas qui ne seraient pas rencontrés. Il faut aussi niveler l'intelligence artificielle dans ce qui est fait, avec des intelligences artificielles plutôt faibles. J'analyse un ensemble de données, puis je donne une information, et derrière, ça n'a pas de conséquences. Et puis une intelligence artificielle plutôt forte, qui là pourrait s'adapter à des environnements un peu inconnus. Quand je prendrai, je vais en parler au futur, un taxi Uber où il n'y aura pas de chauffeur, est-ce qu'à la fin de la course, je peux lui dire, viens, on va boire un pot? Enfin, il y a ça. Qu'est-ce qu'il saura répondre à ça? Enfin, et donc, il y a aussi différents niveaux, et sur ces niveaux d'intelligence artificielle élevés, sur ces intelligences artificielles fortes, aujourd'hui, on en est encore très loin. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut garder son libre arbitre, on est plutôt sur libre arbitre face à des intelligences artificielles faibles, et elles vont aller certainement de plus en plus loin, et de plus en plus invasives, mais il faut en être conscient. Et tout à l'heure, dans ce qu'on disait sur la part que ça va avoir, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est beaucoup vue comme une réponse à l'automatisation de tâches, à des actions qui sont au-delà de la capacité humaine, ou qui amèneraient un coût de service qui serait trop important. Donc ça amène un service, c'est du logiciel, ça nécessite quelques ressources derrière, de la puissance, et il faut le voir dans ce sens-là. Et tout à l'heure, quand je parlais d'éducation, mon message, c'est sachons vivre avec, sachons l'utiliser quand ça nous amène de la valeur, et résister quand ça va un peu trop loin, d'où dans ma définition la notion d'activiste. Il ne faut pas tout prendre de manière tout accepter est un yes boy, mais voilà, utiliser sa capacité d'analyse et notre intelligence. Merci. Nous avons beaucoup parlé technique. Alors, je me tourne vers Nathalie Brossier. Et je voudrais lui demander comment elle voit le futur, c'est-à-dire en quoi l'humain reste-t-il indispensable à la décision managériale. Alors, décision managériale, mais je voudrais rajouter, parce que j'y pense là immédiatement, dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique, verra-t-on un jour des jugements automatiques ? Parce qu'un juge, quand même, certes, il a toute la littérature à sa disposition pour juger, mais il juge aussi avec un environnement, avec sa sensibilité. Pour l'instant, je ne sache pas qu'une machine ait une sensibilité particulière. Alors, juste pour répondre sur la partie juridique, il y a des essais qui ont été faits aux États-Unis, dans la mesure où, effectivement, il y a des intelligences artificielles qui sont développées pour fouiller la jurisprudence, etc. Ils ont essayé de soumettre des cas, donc il y avait un assassinat, ils ont proposé plusieurs suspects, donc même pour l'IA, même avec accès à la jurisprudence, il y avait un homme noir et 2 ou 3 suspects blancs. C'était l'homme noir qui était automatiquement incriminé. Donc pour l'instant, oui. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Avec... Ça ramène peut-être juste aussi à la question qu'on disait, le biais des informations qu'on a fournies au départ. Si on a fourni 100 ans de jurisprudence tronquée ou biaisée, forcément on obtiendra des résultats biaisés. Et c'est là aussi que finalement l'intelligence artificielle, de toute façon, elle sera liée à l'intelligence humaine, puisque c'est l'intelligence humaine qui à un moment va la paramétrer. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour effectivement faire un clin d'œil. Voilà. Pour autant, ça n'empêche pas d'utiliser l'IA. À partir du moment où on sait effectivement ce qu'on fait, ça peut être d'un grand intérêt. C'est-à-dire qu'il y a, alors, en sciences économiques, l'homo economicus a fait un peu long feu. L'homme, le décideur, n'a pas connaissance, n'a pas accès à l'ensemble des informations, il n'a pas des capacités calculatoires miraculeuses. Donc, c'est vrai que l'IA peut être un support, donc l'intelligence artificielle peut être une aide à la décision.
Pour autant, est-ce que l'homme doit disparaître totalement et s'effacer devant la décision de l'IA? Non, pour toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure, mais pour d'autres également, c'est-à-dire que la création de valeur est principalement portée pour l'instant par le progrès technique. Souvent, à la source de ce progrès technique, c'est des innovations. Innover, ça veut dire changer les règles, ne pas suivre des règles. Et cette imagination, cette créativité, elle reste quand même globalement humaine et pas encore, elle n'est pas encore présente. Elle sera peut-être présente un jour chez une IA forte. Pour l'instant, voilà, on n'y croit a priori ni les uns ni les autres, donc on n'y est pas tout de suite. Je voulais juste, du coup, revenir sur les phases. La phase 1, donc, c'est Laurent Alexandre, qui est fondateur de Doctissimo, qui propose 4 phases à l'intelligence artificielle. La première, c'est à peine de l'intelligence artificielle, c'est simplement un algorithme codé par un humain et ça suit l'algorithme. Deuxième phase, c'est les intelligences artificielles qu'on voit actuellement, par exemple, qui permettent de détecter des cancers du sein, des cancers des poumons, etc. Et là, c'est plutôt pas mal. Pour autant, ça reste des intelligences artificielles très spécialisées. Et donc, dans le domaine managérial, ça peut poser un problème dans la mesure où, en général, les décisions managériales doivent prendre en compte tout un tas d'éléments de l'environnement et pas simplement une donnée. Et puis, donc la troisième phase, donc on serait en phase 2, hein, selon lui. La troisième phase, ça serait l'équivalent d'un médecin généraliste, puisque pour l'instant, on n'y est pas. Et lui, il situe ça à 2030, pas avant. Au-delà, ça serait la phase 4. Donc, si tu veux parler du mythe de la singularité Oui, alors en fait, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais. Laisser la décision aux machines, on l'a déjà fait. Hein. C'est le mini-crack de 2010, par exemple. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'était sur justement sur la créativité. Alors c'est vrai que dans un domaine général, pour l'instant, ça paraît un peu de la science-fiction encore. Par contre, il y a quand même un cas assez intéressant, c'est la machine qui a été développée il y a quelques années pour jouer au poker et qui a atteint un niveau très, très élevé, ou AlphaGo 0 également. Prenons AlphaGo 0 qui gagne au Go, en fait. C'est une machine, alors on ne peut pas dire qu'elle a de la créativité, mais elle n'est pas partie, souvent les anciennes machines, celles qui apprenaient à jouer aux échecs, etc., type Deep Blue, même AlphaGo en première version, apprenaient en grande partie avec des parties jouées par des humains. Et AlphaGo 0, on lui a juste donné les règles du jeu et on l'a laissé jouer contre elle-même. Et donc elle a appris des techniques qui ne découlaient pas de ce qui avait pu être joué par des humains, donc des choses qui pouvaient être déconcertées justement par rapport à ce qu'un joueur humain connaissait. Donc on ne peut pas appeler ça de la créativité, mais sur des mondes très restreints, type les jeux, avec un nombre de règles assez restreint, la machine peut développer des stratégies auxquelles on n'aurait pas pensé. Également les robots qui ont récemment inventé un langage entre eux pour vendre. Le problème, oui, c'est que là, du coup, les Facebook. Chercheurs ont débranché. Est-ce vrai? Je sais pas. Moi, je voulais ajouter un point sur le management et l'IA. Aujourd'hui, il y a une entreprise qu'on connaît un peu tous, où il y a des personnes qui amènent un service au nom de cette entreprise et qui sont managées par un algorithme. Uber. Quand un chauffeur va aller se positionner à un endroit, ce n'est pas un chef d'équipe qui l'a appelé en disant « à 8 heures, il faudrait que tu sois là ». C'est un algorithme qui lui a dit « va là ». Et donc c'est du management. Après, est-ce qu'il tient en compte de tous les cas? Certainement pas, mais quand même. Oui, alors sur le même thème, effectivement, quand vous avez fait la définition, je pensais, moi, à une autre entreprise. Avant d'être chez Altior, dont je vous parlerai peut-être après, j'ai passé 4 ans chez Amazon, et là, clairement, les algorithmes aussi sont partout. Et il y a aussi clairement, en fait, toute une équipe humaine qui apporte du service, c'est uniquement du service, qui apporte du service, mais par contre, effectivement, tout est géré uniquement par algorithme. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 2 types quand même de management à distinguer, c'est-à-dire qu'il y a le management des données, c'est-à-dire l'organisation technique du stockage, de la réception, du traitement des articles et des paquets. Et puis il y a le management humain. Et en fait, il y a 2 types de management. Il y a celui qui est géré par les algorithmes et il y a l'autre. Et ça peut être intéressant aussi de bien garder cette dichotomie. On ne va pas forcément pouvoir tout informatiser, tout numériser. Il y a une partie, et c'était dit aussi tout à l'heure, sur la question des décisions et de l'information. Il y a quand même une partie des choses, et c'est pour ça que ça me semblait intéressant d'intervenir aujourd'hui, c'est cette question management de la connaissance. Aujourd'hui, je ne suis plus chez Amazon, je suis chez Altior.
On est sur un petit groupe qui va, avec des équipes de moins de 30 personnes, créer des produits innovants qui vont obtenir des awards au CES de Las Vegas, donc qui vont être capables finalement de créer des synergies sur l'intelligence humaine et sur les connaissances. Alors, tacite et explicite, nous, on n'est pas bien clair pour dire comment on gère notre connaissance. Bah, par contre, on est des équipes de moins de 30 personnes et on sait créer le produit de A à Z. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne sait pas gérer informatiquement, notre connaissance. Par contre, se connaissant les uns les autres, étant dans l'humain, alors comme chez Amazon, après, c'est d'autres trucs, mais il y a vraiment une partie distinguée de l'intelligence artificielle qui va gérer une partie des choses, mais il y a dans l'entreprise aujourd'hui toute une partie des connaissances sur lesquelles, moi, personnellement, j'ai énormément de mal à envisager la digitalisation, le stockage des informations. Aujourd'hui, sur les équipes d'Altior de 30 personnes, je ne vois pas comment on peut stocker les informations de connaissances qu'on a, de l'expérience des produits qu'on a déjà fait, qu'on serait capable de faire et des idées qu'on a pour les prochains produits. Voilà. C'était aussi une aparté sur les algorithmes pour le management. Oui, en fait, il y en a déjà partout, tous les jours, on s'en rend même plus compte. C'est effectivement le même algorithme qui va vous envoyer le push sur le téléphone en disant plus que 10 minutes pour être à la maison. C'est le même qui va faire que chez Amazon, vous allez être livré d'ici à demain de la commande que vous venez juste de valider, parce que derrière, il y a un algorithme qui va savoir que le produit vaut mieux le prendre dans tel entrepôt et à tel endroit dans l'entrepôt et le faire livrer dans tel camion qui part à telle heure. Tout ça, c'est unique, totalement informatisé, totalement sécurisé, totalement tout ce que vous voulez. Par contre, sur la gestion de l'équipe qui va prendre en charge ce flux, ça reste de l'humain. Donc bien distinguer quand même au niveau du management les deux sens du terme. Vous m'avez soufflé une question. Alors, je disais au début qu'on pouvait planifier, mais rien ne se passait jamais comme prévu. Et donc là, l'algorithme a dû bugger. Donc, puisque vous avez le micro, eh bien, je vais en profiter. Donc, vous bouleversez mon plan, mais je ne vous en voudrais pas. Justement, sur le management de la connaissance, puisque c'est un sous-thème de cette table ronde, est-ce qu'il passe nécessairement par le numérique ? C'est là que ça devient compliqué, c'est que... Mais c'est pour ça que je vous en pose fait, la question. Et c'était presque abordé tout à l'heure par les étudiants, mais pas complètement, mais c'est que finalement, il y a le management des data, et il y a le management de l'humain et de la compétence et de la connaissance. Et moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me laisse assez perplexe en tant que responsable RH. C'est justement, là, on a nos salariés du bureau recherche et développement qui va nous quitter dans moins de 15 jours. Comment on fait ? Parce que lui, on sait que c'est un pilier et que ça faisait 6 ans qu'il était là et qu'il nous a soutenus sur beaucoup de projets, il nous a apporté beaucoup de choses, tant au niveau des compétences qu'il avait acquises scolairement sur son parcours de formation, et puis sur ses expériences, ses acquis chez nous, et sur aussi son savoir-être. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un de très rigoureux et que sa rigueur nous a apporté énormément. Comment on va faire pour gérer la transmission de cette connaissance ? Aujourd'hui, je ne sais pas comment font les grosses entreprises, les Nokia, les Samsung et autres, qui ont finalement les mêmes projets que nous pour gérer leurs connaissances. Mais aujourd'hui, nous, finalement, à ce niveau-là, tout va passer par l'humain, parce qu'on connaît les gens, parce qu'on connaît leurs points de développement, leurs axes forts, leurs axes de développement, qu'on va pouvoir le gérer humainement. Et il va dire, on va mettre Julien en binôme avec Maxime, parce qu'on sait qu'il va être capable de faire du transfert de connaissances. Et ça repose uniquement sur de l'informel et des choses qui, à mon sens, sur lesquelles, à mon sens, toute entreprise doit réfléchir, même quand on est encore moins de 30. Alors là, je parle d'une des filiales du groupe Altior, mais peu importe. Justement, comment on fait pour, finalement, le knowledge management, comment on peut faire pour gérer nos connaissances. Et ça, aujourd'hui, on est dans l'informel, on est dans une structuration, dans du partage, dans de la connaissance humaine, et on n'est pas du tout dans le système d'information. Et c'est quelque chose que je trouve un petit peu déroutant, parce qu'en fait, on se demande parfois, je me suis demandé en préparant cette journée si en knowledge management, on ne parlait pas plus de traitement de données. Et c'est pour moi quelque chose de différent et j'ai du mal à faire le lien. Alors après, c'est vrai que j'écoute beaucoup mes collègues parce que du coup, il y a des choses il y a peut-être des choses qui vont en découler, mais j'ai presque l'impression qu'il manque un petit maillon entre le knowledge management dans l'entreprise et le traitement de données qui vont être d'autres choses.
Oui, c'est effectivement la différence entre la connaissance tacite et la connaissance explicite. La connaissance explicite va pouvoir se numériser la plupart du temps. La connaissance tacite, c'est beaucoup plus compliqué et là, vous êtes obligé de faire appel à l'humain. Alors, Et pour donc, répondre, c'est bien votre comment on problème. fait sans knowledge management dans une petite entreprise? En fait, on est dans le partage, on est dans la connaissance de l'autre. On va être dans le brainstorming, on va être dans les réunions de projet où finalement on est les 3/4 de l'entreprise dans la salle de réunion pour échanger, pour challenger, pour remettre finalement pour l'ingénieur qui a travaillé sur son projet électro, il va être remis en cause par tous ses pairs et il va avoir ses idées qui vont être secouées pour pouvoir voir si vraiment il a pensé à tout, s'il a tout optimisé, etc. Comment on est dans le knowledge management, on va fonctionner comme ça par expérience, par mutualisation des connaissances, par partage, mais alors pas du tout, très très peu finalement dans la rédaction ou l'inscription, on va dire, des connaissances dans le dur. Moi, j'aurais une question. Dans ces cas-là, là, vous parlez de quelqu'un qui part à la retraite. Mais... Non, il a 30 ans. Ah bon, il part, bon. Mais donc là, ça peut se préparer un départ. Mais imaginez, si ça reste des connaissances totalement tacites et que ça repose sur un homme et que celui-ci a malheureusement un accident, est-ce que... alors, tout à l'heure, les étudiants ont parlé de Nonaka. Il y a Nonaka et Takeshi qui ont proposé justement une boucle, une spirale d'acquisition des connaissances. Alors, je ne sais pas si les étudiants n'en ont pas parlé, mais qui permet justement de passer de l'implicite ou du tacite à l'explicite, justement pour éviter globalement ce risque et pouvoir gérer les connaissances basées sur des datas ensuite. Après, en fait, les datas existent puisque les projets vont tous être partagés, qu'il va y avoir des chefs de projet, il va y avoir de toute façon... Voilà, merci. Enfin, on a les réseaux informatiques et qui font que le travail de chacun est accessible au reste de l'équipe, en tout cas, et même quasiment au reste de l'entreprise. On n'a pas forcément de culture du secret, pour en revenir à ce qu'on en disait tout à l'heure. Le secret reste dans l'entreprise. Mais on a ces outils-là. Par contre, on n'a pas forcément la matérialisation de l'anticipation de ces choses-là. Aujourd'hui, quand Julien a dit qu'il allait partir, on a tout de suite su identifier qu'il y avait ça, etc. Maintenant, il y a le cas de la perte brutale et accidentelle d'une compétence. Dans la mesure où on travaille sur un partage d'informations sur le projet et sur un partage de compétences et de connaissances par l'équipe, on sait que si un maillon disparaît du jour au lendemain, entre guillemets, la cohésion d'équipe va faire qu'on va pouvoir reconstituer et reprendre le travail là où il en est. Par contre, on est dans des choses qui, en fait, le management de la connaissance, finalement, est organisé de manière... alors, c'était une réflexion qui me venait tout à l'heure. J'ai envie de dire, on est presque un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose depuis qu'il était né sans le savoir. Finalement, on fait du knowledge management sans le savoir, c'est-à-dire qu'intuitivement, l'entreprise s'est organisée pour se protéger, pour se prémunir, mais par contre, elle n'a pas forcément structuré par des schémas de flux et par des schémas d'information ou par des plans de prévention qui mériteraient peut-être d'exister. Alors moi, je voulais apporter aussi une expérience qu'on a au niveau de Pentalogue. Donc, on est une ESN, on a à peu près plus de 200 clients, 250 qui externalisent de la prestation de développement logiciel chez nous. Si on ne gère pas la connaissance, on rentre dans le cliché, et nous on veut le considérer comme un cliché et donc être contre ça, une fois que le prestataire est parti, on a tout oublié. Or, dans ce qu'on fait un cycle de vie logiciel, au-delà de ceux qui sont intervenus, à un moment donné un prestataire, il doit pouvoir continuer à avoir une existence, continuer son cycle de vie. Je vais prendre comme exemple, alors je ne vais pas citer son nom, mais un de mes clients qui est une organisation très pyramidale, pas du tout habitué, donc je vais comme citer son domaine, c'est un éditeur de logiciels dans le monde agricole. Donc très pyramidal, une gestion de la connaissance uniquement par les hommes qui sont présents, parce qu'ils restent et ça ne bouge pas, et d'autant plus qu'ils sont sur une organisation qui n'est pas agile. Donc plutôt des cycles en V, bien segmentés, bien cloisonnés aussi.
et ils disent OK, on veut bien travailler avec vous. Donc mes collègues sont en Roumanie, en Moldavie, ou au Vietnam, ou en Uruguay. Hein, donc c'est pas, on les fait venir facilement. Et donc la grosse crainte du client, c'est mais comment on va pouvoir reprendre après vous? Parce qu'il est clairement, il nous a fait intervenir sur un one-shot, sur ce qu'on appelle un forfait, avec engagement de résultat. Donc on commence le projet, on fait ce qu'il faut, il vérifie qu'il a tout, et à la fin, il continue tout seul. Sur ce type de projet, en général, notre engagement porte aussi sur une période de garantie après la livraison. Et on commence avec 6 mois. Et puis quand on signe le contrat, pour des questions financières, il dit on va faire que 3 mois. 4. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le projet pour gérer cette connaissance? Nous, on livre toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, par rapport à ces pratiques agiles, ces approches lean, on va présenter ce qu'on a fait et surtout ce qu'on a testé, ce qu'on a validé de notre côté, et le client, ça va être à sa disposition. À chaque livraison, il y a eu une personne, on en voulait 2, ils en ont mis qu'une, juste pour la résilience chez eux, mais bon, ils ont des problèmes c'était un problème de budget encore. Toutes les 2 semaines, on expliquait comment on avait progressé sur la partie technique, développement, sur la solution, pour que cette personne puisse reprendre. Toutes les 2 semaines. C'est-à-dire qu'on travaille la transfert de compétences de manière régulière, lui monter en puissance en même temps que nous. Le schéma initial qu'il voulait, c'est on fait combien de jours de transfert de compétences à la fin? C'est juste un alibi de faire ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Au lieu d'avoir 4 mois de garantie, ils en ont demandé qu'un seul. Donc ça leur a coûté moins cher, encore une question de budget, mais ce n'est pas le problème. Mais à la fin, il y a une personne qui, quand on lui pose la question « Est-ce que tu es capable de reprendre demain ?», sans hésitation, il dit oui, parce qu'il est dans le cycle projet. Donc une gestion de la connaissance telle que, dans ce contexte-là, je ne dis pas que ça marche pour tout, c'est parce qu'il y a une régularité, parce qu'il y a un engagement final qui est connu, derrière, on arrive à faire ce transfert de compétences sans crainte, avec de l'attention, avec une gestion du risque, mais sans crainte. Voilà. J'étais un peu long. Il y a un point qui n'a pas été soulevé, mais qui me tient à cœur. Je ne sais pas qui va se risquer là-dessus. Vous nous avez expliqué les uns les autres que la société évoluait et qu'un certain nombre de tâches étaient désormais assurées par des machines. Un certain nombre de tâches allaient être automatisées. Quelle en est, à votre avis, la conséquence sur l'évolution de la société? Va-t-on vers une société duale dans laquelle, pour faire simple, je dirais, nous aurons d'un côté les geeks qui vont s'en sortir et puis toute une partie de la population qui va se trouver complètement inadaptée face à ces nouvelles technologies? Qui veut se risquer sur ce terrain? Personne? Ah, mais moi, volontiers. Hein, alors là... Allez-y. Je vais un peu reformuler la question pour donner un autre champ de vue. Comment on peut réussir à ce qu'un produit soit utilisable par tout le monde? Moi, j'ai une recette, et quand j'en parle à mes clients qui sont des startups ou pas d'ailleurs, je le partage très vite. La technologie doit être invisible. La réussite d'un produit, la technologie doit être invisible. Si c'est visible, le porteur de projet, bah déjà, si sa technologie est visible et que ça nécessite des geeks, bah il a que 10% d'un marché. C'est-à-dire que sur la population, si ça vise le B2C, il y a peut-être que 10% de geeks, même moins, et donc son marché il est tout petit. Donc, pourquoi des Airbnb ça marche? Pourquoi des services comme Facebook et autres, Blablacar, qui touchent vraiment les gens dans leur quotidien, pourquoi ça fonctionne? Parce que ça ne nécessite pas une acquisition de connaissances initiales pour commencer à s'en servir. Et donc, si la technologie est transparente et que tout le monde y reconnaît les bienfaits, ça s'accepte très vite. Qui a demandé un jour ici une formation à Facebook? Moi, on m'en a déjà demandé. Hein. Ma réponse a été très simple.
Hein, URL, YouTube, il suffit d'aller voir, et le premier niveau d'acquisition de connaissances, il est là. Hein. Et donc, si on conserve bien cette vue-là, si les product owners sont bien orientés vers la technologie doit rester invisible, et c'est parfois difficile parce qu'on a envie de mettre en avant ses capacités technologiques, en disant je fais de la rupture, j'ai une technologie différente. Non, la réussite de produit, c'est quand la technologie est invisible. Alors, invisible mais transparente. Tout à l'heure, Mathieu parlait de boîte noire. Moins on saura ce qui se passe, moins on sera capable d'expliquer les résultats que sort une IA, par exemple, moins l'homme aura confiance. Et pour Facebook, moi, j'ai déjà demandé formation à ma fille. Hein. Tout ce qui est technologie. Alors, transparent, invisible, bon, c'est deux termes différents. Mais il y a un mouvement qui est lancé sur le fait qu'au niveau de l'IA, on en a encore parlé récemment avec le rapport Villani, sur le fait que l'orientation des algorithmes soit connue. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? Qui lit les conditions générales des services? Si c'est écrit là, il n'y a personne qui le lit. Hein. Et pourtant, on s'engage. Hein, c'est une signature d'un contrat entre deux parties. Hein. Qui a lu les conditions de Twitter, LinkedIn et autres services? Il y a quelques années, même c'était peut-être au millénaire dernier, quelqu'un avait planqué dans une condition générale, celui qui nous contacte à cette adresse, on lui donne $1000. Bah, c'est après plusieurs années que c'est arrivé. Donc, c'est vraiment dans une démarche à dire, à partir du moment où le service, où ça rend service, aujourd'hui, la tendance est de dire, je le prends, je l'accepte, etc. Et on n'a pas la culture de se dire, mais je m'engage à quoi? Et c'est ça sur lequel il faut être attentif. Et exemple, Facebook la semaine dernière, enfin, le scandale aussi Facebook la semaine dernière, c'est-à-dire, j'utilise Facebook parce que j'y trouve mon compte et mon intérêt et que c'est facile. Maintenant, effectivement, et ça revient aussi à ce que vous disiez au tout début sur l'éducation, je dois faire attention à ce que je fais parce que, de toute façon, il peut y avoir une autre utilisation qui sera en faite. Donc, effectivement, c'est pas forcément l'algorithme. Enfin, j'ai envie de vous dire, je reviens à mon exemple précis, mais je clique sur mon bouton commander sur Amazon. Personnellement, moi, je m'en fiche de savoir l'algorithme qui fait que ça arrivera chez moi demain. La transparence là-dessus, non, mais à un moment, on est réaliste. On sait très bien que sinon, on peut aller l'acheter en boutique, on peut aller chercher ailleurs, etc. Enfin, je rejoins le propos en disant il faut pas non plus qu'on entretienne la naïveté. Effectivement, la facilité d'accès de la technologie, c'est ce qui fait qu'elle marchera et que intuitivement, si l'iPhone a explosé tout de suite très rapidement et qu'il a pris l'ampleur et qu'il a finalement créé tous les smartphones, c'est parce qu'au départ, Steve Jobs a été piqué au vif parce qu'à un dîner avec des amis, il y a il y a le conjoint d'une amie de sa femme qui a dit « Putain, nous, on est trop fort. Chez Microsoft, on est au point sur une tablette qui s'utilise avec un stylet. » Et il est rentré énervé comme pas possible dans les bureaux en disant « Mais ils sont cons des stylets, on en a tous 10 au bout des doigts. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire suer avec un stylet ?» Il y a quelque chose, effectivement, dans la facilité d'accès qui fait que, de toute façon, ça marchera ou pas. Et ça, on ne peut pas le nier. Plus ça sera facile d'accès. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe depuis 10 ans. Plus c'est facile d'accès, plus la technologie, elle peut être énorme ou limitée derrière. L'utilisateur final s'en fiche un peu. Ce qu'il voit, c'est que c'est facile et que ça lui rend service. Parce que le service, avec 200 questions avant de commencer à l'utiliser, à la 5e, tout le monde s'arrête. Hein. Donc nous venons de voir un peu l'évolution sociale que nous pouvions attendre. Sur la technologie, j'ai bien compris, doit être invisible. Est-ce que c'est toujours aussi facile? Je ne suis pas certain. Mais c'est pour ça que ça nous donne un avenir, en fait. Oui, absolument. Et maintenant, sur l'évolution économique. Sur l'évolution économique, on voit bien que le tissu économique est en train de se transformer. Quel impact peut-on attendre à court et moyen terme sur l'évolution des emplois, sur toute la transformation du tissu économique? Et là, je pense que
peut-être la plus apte à répondre, c'est celle qui a déjà pris le micro, Nathalie Brossier. Disons qu'il y a encore, jusqu'à très récemment encore, on craignait beaucoup, et on craint encore, mais qu'il y ait une disparition de l'emploi, notamment salarié, au profit d'intelligence artificielle, de programmes, de numérique, peu importe comment on appelle ça, même d'ubérisation tout simplement, donc de plateforme seulement. Ces derniers temps, on voit un mouvement un peu inverse. Donc par exemple, au dernier Forum économique de Davos, les prévisions pessimistes qui pouvaient aller jusqu'à quasi 90% des emplois qui pouvaient être remplacés par les machines. Ces prévisions pessimistes ont plutôt été revues à la baisse en disant que finalement, ça serait plutôt simplement les tâches les plus répétitives, dans les métiers qui disparaîtraient, mais pas forcément les métiers eux-mêmes. Alors, certes, il y aura certains métiers qui seront amenés à disparaître, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5-10 ans, il y avait un site internet où on pouvait, anglais, où on pouvait rentrer son métier et on vous disait à quel horizon votre métier allait disparaître. Bon, on est en train de revoir un peu ces prévisions. Et il y a un livre assez récent, je ne sais pas si vous avez vu, de Cécile Desjoues, qui a été publié récemment sur le manager transformé, métamorphosé d'ailleurs, pas transformé, qui propose justement une adaptation donc, par l'éducation, comme vous disiez, dès le plus jeune âge, mais une adaptation de l'homme mettant en avant ses compétences relationnelles. Sa capacité à manager les équipes qui serait de plus en plus importante. Donc, voilà. Donc, globalement, on est moins inquiet qu'on a pu être, même si ça va poser des problèmes. Tout à l'heure, vous parliez de deux types de sociétés, ceux qui avaient accès à cette éducation et donc qui avaient ces compétences technologiques qui permettaient d'accéder à la technologie même si elle était transparente. Et ceux qui ne les auront pas, si on reprend le rapport Villani, il demande à ce qu'il y ait, il est demandé à ce qu'il y ait absolument une formation qui soit mise au point très rapidement. Et depuis 2-3 ans, je ne sais plus, dès le primaire maintenant, il y a de l'informatique. Oui. Primaire, je ne sais plus, au collège, il y a des travaux qui sont autour de Scratch, en primaire, je ne sais pas trop. Alors en maternelle, ça existait aussi il y a 15 ans ou 20 ans, mais c'était simplement pour les enseignants qui le souhaitaient, il y a 30 ans aussi. D'accord. En primaire. Après, si je peux me permettre, sur l'évolution des métiers, il faut aussi être réaliste. Enfin, j'ai envie de dire, même si on remonte à Ford et au taylorisme, déjà on s'est posé ces questions-là. Donc après, ça reste des questions de cycle, ça reste des questions d'évolution, de mutation, d'adaptation. Il y a des métiers qui disparaissent, il y en a des nouveaux qui apparaissent. Je vais revenir à Altior, on va être très clair. La filiale dont je vous parle au sein d'Altior, elle a 30 personnes, elle date de 92. Ça fait 10 ans qu'on fait des produits connectés, sauf qu'il y a 10 ans, en fait, on n'avait aucun électronicien. Aujourd'hui, on a un bureau d'études, recherche et développement électronique. C'est simplement une évolution, c'est simplement des circonstances particulières qui ont fait que, pour une raison X ou Y, on était sur des pièces juste plasturgie. Et on a un client qui était un ancien client, un vieux client, un bon client, à qui ça se passait bien, qui a dit « Moi, je voudrais faire tel produit ». J'ai quitté ma boîte d'avant, j'ai monté une nouvelle boîte, je voudrais faire tel produit, j'y crois, mais c'est un produit avec de l'électronique, est-ce que vous pouvez m'aider ? On a dit on y va, et de fil en aiguille aujourd'hui, on se retrouve à être le leader français de l'IoT, parce qu'on a suivi, mais on a suivi une évolution, on a suivi un marché, on a suivi des technologies, donc c'est des métiers qui étaient différents dans l'entreprise il y a 10 ans, il n'y avait pas ces métiers-là, il y en avait d'autres, mais pour autant ça a simplement évolué. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est typiquement français ou si c'est mondial, mais toujours se poser la question du risque de la perte de l'emploi, du risque de la perte d'eux. On a surtout une chance d'évoluer et il faut suivre ces chances-là. On a parlé pendant longtemps de la perte de l'industrie. L'industrie en France, elle revient, on le sait, doucement, mais elle revient. C'est juste pas la même. Et pour l'illustrer, justement, on lance maintenant des semaines de l'industrie. Altior était lundi choisi pour être le lieu pour la région Centre Val-de-Loire pour inaugurer justement la semaine de l'industrie. C'est bien dire que l'industrie revient, sauf qu'elle est
différente de l'industrie qu'on a connue dans les années 30 et qui était elle-même déjà différente de l'industrie des années 50. En fait, il y a des histoires de cycles et d'évolution, et c'est là que c'est intéressant d'en revenir au management de la connaissance, parce que c'est intéressant, c'est finalement de comprendre le cœur de métier de l'entreprise, c'est ses axes forts pour être capable d'amener les gens à évoluer dans ce sens-là. Non, vous parliez simplement de destruction créatrice tout à l'heure. Si on est la 4e révolution industrielle, ou voilà. Oui. Moi, il y a un point sur lequel j'insiste depuis très longtemps chez nous à Pentalogue, et d'autant plus sur mes collègues ici à Orléans. Pentalogue, c'est plus de 1000 personnes. On est une trentaine à la chapelle ici, donc on est plutôt sur une direction générale et les directeurs de projet. Donc spécifiquement sur les directeurs de projet, moi j'ai une phrase, je voudrais la graver sur le fronton du château, mais bon, ce serait pas beau comme ça. C'est « Never stop learning ». Vous qui arrivez pas loin certainement du fin de cycle, bon, Hervé aussi, mais c'est pas le même, mais ne jamais arrêter d'apprendre. D'ailleurs, quand on parle d'employabilité, évidemment, quand on s'est enfermé dans son job avec tous les impératifs, toutes les contraintes qu'on peut avoir, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Parce que sinon, on s'arrête. C'est les autres qui progressent. Et donc c'est difficile. Et donc comment on gère la connaissance, on en parlait tout à l'heure, mais comment on gère la connaissance dans l'entreprise, comment on fait progresser. Voilà, tout à l'heure je disais formation Facebook, on la trouve sur YouTube. Moi j'ai une position très très forte, encore activiste, sur la formation. J'en ai fait pas mal, c'est plutôt il y a quelques années, mais avoir dans une salle de 10-12 personnes quelqu'un, quand on fait le tour de table, pourquoi vous êtes là, et qui répond parce qu'il y avait une place, on m'a dit qu'il fallait que je vienne. Il y en a toujours un, enfin, plus ou moins fort. Il y en a toujours un. Et le problème, c'est que dans les formations, on va plutôt niveler vers le bas pour emmener tout le monde. Non, il faudrait arriver à niveler vers le haut. Et donc, moi, quand j'envoie des personnes en formation, je veux qu'ils fassent souffrir le formateur. Je veux qu'il le fasse souffrir parce qu'il doit avoir un maximum de connaissances. Et plutôt que d'avoir un formateur qui dispense son cours, comme ça, j'ai rien contre les enseignants, je voudrais pouvoir sortir sans blesser qui que ce soit. Et donc, avoir une assemblée, un ensemble de personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont moteurs, et qui veulent sortir avec l'assurance d'en savoir plus que quand ils sont rentrés, c'est vraiment pas souvent. Moi, ça m'est arrivé. Effectivement, c'est moins facile, mais quel bonheur. Quel bonheur. Et il faut arriver à ça. Et donc, ceux qui n'ont pas envie d'apprendre, évidemment, quand on va en formation, déjà, on ne sait pas quelle formation aller voir. Et quand on est en entreprise, on se dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire comme formation ? Je ne sais pas trop. Enfin, c'est tout le temps. Et donc, à partir du moment où on a envie d'apprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement des formations certifiantes, mais aller chercher des domaines qui gravitent un peu autour de ce que l'on apprend, de ce qu'on sait faire, surtout, et de progresser, et toujours progresser. Et pour ceux qui vont rentrer dans l'emploi, évidemment, quand on progresse toujours, à partir du moment où il faut négocier le chiffre qui va être écrit en bas à droite, si on a toujours progressé et qu'on est capable de le justifier, c'est évidemment plus simple. Je ne suis pas DRH, mais quand même. Mais voilà, il faut se battre pour apprendre. Et aujourd'hui, l'acquisition de la connaissance, elle est vraiment très simplifiée. Il ne faut pas passer à côté de ça. Et évidemment, ça commence aussi très tôt à vouloir apprendre et toujours vouloir apprendre. Et ce n'est pas toujours facile à faire comprendre ce message. On a beaucoup parlé des avancées que nous pouvions attendre des technologies numériques. Mais il y a une question qui n'a pas encore été abordée, c'est que toute technologie comporte en elle-même un certain nombre de risques. Alors, on sait que quand la fée électricité est arrivée, des catastrophes se sont produites. Donc il y a des risques avec ces technologies, on le sait, les médias en rapportent assez régulièrement. Et donc, je voudrais vous poser la question, Monsieur Libaud, puisque vous avez le micro.
et je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Faut-il craindre les cyberattaques? Alors, je mentirais Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En fait, déjà dans une entreprise, dans la gestion des risques, si je le prends par ce point d'entrée, une entreprise qui ne gère pas des risques, c'est simplement faire le funambule à côté de falaises. Enfin, c'est quelque part. Il y en a qui s'en sortent. Hein, ils ne gèrent pas de risques, ça marche très bien. Jusqu'au moment où il y a des situations un peu très compliquées, délicates. Voilà. Et donc, sur la cyberattaque, quelque part, il ne faut pas la craindre, mais il faut être en maîtrise. Mais c'est un risque. Et le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il faut se parer en disant « je vais blinder tous les réseaux de l'entreprise, etc. » Bon, pour moi, le point de départ des cyberattaques, il se situe entre la chaise et le clavier. C'est l'homme. Donc la première chose qu'il faut craindre avant la cyberattaque, c'est pas l'homme, c'est le comportement de l'homme dans l'environnement dans lequel on le met. Et il y en a qui sont très solutionnistes dans cette approche. Et moi, j'ai pu être solutionniste, et je suis en pleine guérison depuis quelques années, sur le chemin de l'antisolutionnisme, mais je m'arrêterai avant d'arriver à l'antisolutionniste. Mais il faut évidemment charger la culture de l'entreprise de cette conscience de la cybersécurité. Je vais vous citer un exemple. J'ai peut-être été un peu insistant sur le fait qu'il faut commencer tôt. Mais j'ai un fils qui est encore à l'école primaire. Ça va s'arrêter très vite. Et dans son cursus, les maîtresses lui ont demandé des clés USB pour récupérer des photos. Bon, aujourd'hui, il me dit « Arrête, papa, arrête de parler des clés USB à la maîtresse. » C'est pas drôle. Mais bon, voilà, c'est des comportements qu'il faut acquérir très tôt. Quand on reçoit un courriel disant « Partir en vacances pas cher » et qu'on ouvre le PDF sur son adresse pro, enfin, sur sa machine perso, l'ouvrir, bon, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. L'environnement pro, il faut être attentif à ça. Maintenant, quand dans un événement organisé par l'Ordre des experts comptables, il y a 1 an ou 2 ans, sur la cybersécurité, animé par des gendarmes, très bien, 90 personnes dans la salle. Bon, j'ai eu du mal. Parce que un gendarme dit, surtout si vous recevez un mail d'une personne que vous ne connaissez pas, vous ne l'ouvrez pas, vous le supprimez. Je lève la main, et comment je fais du business ? Bon, la réponse est « Ah, monsieur, vous savez, si un dans la salle ne le fait pas, on a gagné. » C'est de l'ambition. Mais donc voilà, c'est un travail d'éducation au départ. Et de toute façon, il y aura toujours des risques. Est-ce qu'il faut blinder les systèmes d'information de couches multiples de sécurité pour y arriver ? Quand je dis ça, c'est contre l'agissement de ses salariés. Ouais, il faut d'abord travailler la confiance dans l'entreprise, l'éducation, parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe ? C'est des robots qui contrôlent l'agissement des salariés. Hein. Un firewall, c'est qu'un robot qui va analyser le trafic et qui va dire « lui, je l'interdis ». Bon, moins il y a de robots dans l'entreprise qui vérifient l'agissement des salariés, mieux c'est. Et si c'est pour parer des étourderies de collaborateurs, autant travailler l'éducation. Donc pour revenir à la question initiale, il faut être attentif aux cyberattaques, il faut niveler ce qu'on veut garder de confidentiel, on parlait de transparence et de données secrètes tout à l'heure, il faut évidemment niveler, à mettre une protection plus importante sur ce qui est à protéger et une protection raisonnable pour ce qui est moins critique, mais il faut avoir une attention à ça et l'équilibre, enfin, la durabilité des entreprises aujourd'hui, elle est aussi liée à l'attention qu'on va y porter. Et pour des chefs d'entreprise qui me posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place comme système de sécurité ? Pour moi, c'est vraiment d'abord l'éducation, savoir où il doit aller, mais lui rappeler dans tous les cas que si le numérique, le digital lui amène des nouveaux business, la cybersécurité, ça va avec. Ceux qui le veulent sans,
Là, c'est un peu avoir la voiture sans son habitacle. Il y a des choses qu'on n'a pas, quoi, avec des risques un peu supplémentaires. Voilà. Merci. Et qu'est-ce qu'on en dit du côté des informaticiens du LIFO? Peut-être répondre en deux phases. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui compte beaucoup, c'est l'éducation, et retenir un certain nombre de bonnes pratiques de base. Une question toute simple, sans aller jusqu'à la cybersécurité, qui a sauvegardé ses données sur sa machine perso depuis moins de 15 jours? Depuis moins d'un mois? Depuis plus de 3 mois? Ou jamais? Bon. Donc ça, c'est toujours un petit peu dangereux comme élément de base. Ensuite, effectivement, pour relier, il y a tout un tas d'aspects plus informatiques dans la gestion de la enfin des aspects de sécurité. Pour relier un petit peu aux aspects intelligence artificielle, il y a un certain nombre de travaux, notamment depuis assez longtemps, sur des problèmes de détection d'anomalies qui sont utilisés entre autres dans les problèmes de fraude ou des systèmes, sans parler d'intelligence artificielle, qui sont capables de résister à un certain nombre d'attaques au niveau des systèmes d'exploitation. Mais à ma connaissance, ce n'est pas tellement dans Windows par contre. Alors peut-être avant de passer la parole à la salle, je voudrais aborder une dernière question qui touche toujours au problème de sécurité d'une façon générale. Il s'agit des traces laissées sur Internet, c'est-à-dire, je veux parler de la protection des données personnelles. Alors nous savons que le Parlement européen a adopté une directive là-dessus, le règlement général de protection des données, cela en 2016. Est-ce qu'une réglementation est de nature à finalement nous sécuriser? Monsieur Libaud? Sur la RGPD, quand l'information est sortie, en comprenant quel était l'état d'esprit derrière, vous me croirez si vous voulez, mais ma première réaction était « enfin ». Enfin parce que, oui, on a fêté cette année, le 6 janvier, les 40 ans de la CNIL. Je n'avais pas conscience à l'époque l'impact que ça pouvait avoir, mais quand même un dispositif qui a tenu 40 ans, qui a été un peu amendé dans le temps, qui nécessitait une déclaration. Il y en a qui le faisaient, qui ne le faisaient pas. Enfin, voilà, la contrainte n'était pas très forte. Là, aujourd'hui, avec la RGPD, il y a 3 axes importants. 1, c'est la protection des individus. 2, c'est la prise de conscience des entreprises. Et 3, la crédibilisation du système. Juste pour donner un chiffre qui parle à tout le monde, en gros, les entreprises qui ne suivent pas cette réglementation, c'est entre 10 et 20 millions d'amendes. Pour les grandes entreprises auxquelles 10 et 20 millions d'amendes seraient une paille, grosse paille quand même, c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc imaginez, dans des grands groupes français, CAC 40, ce que ça peut représenter, ça fait quand même, c'est au-delà de cette dimension de 10 à 20 millions. Donc enfin, quelque chose qui est crédibilisé. Pour moi, promouvoir la cybersécurité depuis un moment, c'est aussi pour ça que j'ai accepté facilement et rapidement de faire un cours à l'IAE sur les systèmes de veille et la sécurité. C'est parce qu'il faut faire passer le message. Et quand on parle de cybersécurité, moi j'en ai rencontré dans des conférences en face à face des chefs d'entreprise. On leur dit il faut faire de la cybersécurité. Et tout de suite, on sent que ça se braque. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. On donne le plan, mais la décision derrière, elle n'avance pas. Et donc, aujourd'hui, par l'axe des données personnelles, moi, je vois dans ce qu'il faut faire ce qui était promu, parce que moi, les choses dont je faisais la promotion pour la cybersécurité. Il y a vraiment un axe très commun. Alors que les entreprises, moi, je fais toujours ce parallèle-là. Si une entreprise s'est lancée dans une démarche ISO 9001, qualité, production, s'ils ont acquis cette culture,
et ça fait plusieurs fois que je dis culture, ben, ils sauront adapter leur culture à la sécurité, à la cybersécurité. C'est une démarche où il faut être capable d'avoir des process, faire des actions, se mesurer et s'améliorer en permanence. Et on n'est pas... moi, l'exemple, quand je parle de qualité, hein, un stylo Bic ou un stylo Dupont, ce sont tous les deux des produits de qualité. Hein, la qualité n'est pas normalement synonyme de prix élevé. Et donc pour la cybersécurité, c'est pareil. Et donc là, dans la démarche de RGPD, c'est soyez attentifs à ces données sensibles que sont les données personnelles. Qu'est-ce que fait un hacker ? Quand il rentre dans une entreprise, alors il peut avoir une action néfaste en disant je cherche à arrêter l'entreprise parce que j'ai une mission dans ce sens-là. Mais ce qu'il va surtout essayer de faire, c'est de faire un profit. Et qu'est-ce qui se revend bien ? De la donnée. Donc si j'arrive à récupérer de la donnée personnelle, d'autres seront intéressés pour l'acheter. Hein, sur le Darknet, acheter quelques milliers de cartes bleues, enfin de cartes bancaires, les numéros, c'est assez facile. Il faut juste être un peu formé à ça. Et voilà. Mais ce n'est pas insurmontable. Hein, essayer d'acheter, je ne sais pas, un lance-roquette, ça va être un petit peu plus difficile, normalement. Et donc, dans cette démarche, sur les données personnelles, ça nécessite une évolution de la culture. Pour dire, je n'utilise pas les données personnelles dans n'importe quel axe. Et des entreprises qui étaient habituées à utiliser des systèmes comme Anonymous Visitor, quelque chose comme ça, ou Lusha. Lusha, vous activez le plugin dans votre navigateur. Je ne vous pousse pas au crime, hein, j'explique comment ça marche. Vous êtes sur LinkedIn, vous cliquez sur le bouton Lusha et il vous donne son adresse mail, son numéro de téléphone, etc. Bon, ils ont leur petit secret pour trouver ces informations-là, mais dans une démarche RGPD, il ne faut pas faire ça. Hein, donc, c'est vraiment une notion de culture, parce qu'il n'y a rien qui va empêcher de ces services-là. Donc, pour la cybersécurité, il faut des bons comportements. Pour les données personnelles, il faut des comportements similaires. On ne fait pas n'importe quoi avec. Et puis, il y a des petites choses qui viennent s'ajouter. Hein, les entreprises qui sont sollicitées par les personnes à qui ils ont des données personnelles, ben, il faut être capable de dire, de répondre très vite à ceux qui disent « je voudrais que vous supprimiez mes données ». Bon, ça veut dire anonymiser les données. On enlève le nom, le prénom, enfin tout ce qui est sensible, mais on garde tout le reste à des fins statistiques, d'analyse. Et puis être capable aussi d'exporter les données. On peut appeler ça de la réversibilité. Vous aviez chez vous de la donnée personnelle qui me concerne, bah, donnez-la moi parce que je vais la mettre chez un autre ou la gérer moi-même. Donc c'est un ensemble d'évolutions, de perception sur les données qui, indirectement, mais c'est vraiment pas très loin le côté indirect, va faire qu'on doit augmenter sa protection de ces données, donc sa sécurité, et la conséquence financière, elle est connue. Hein. Lui, c'est 20 millions. Merci. Moi, je peux rajouter juste qu'à l'inverse... Je suis le maître des horloges, et comme je dois terminer à 16h30, je voulais laisser une ou deux questions à la salle. Mais... Bon, alors sinon, juste, la RGPD, elle est aussi vue à l'inverse comme un désavantage concurrentiel. Les GAFA ont accès à ce qu'on appelle le big data, enfin, à des données très importantes, des bases de données très importantes, et la RGPD est critiquée justement pour trop protéger les données des Européens et du coup donner moins d'accès moins facilement aux entreprises qui voudraient se développer en IA, par exemple. Voilà. Merci. Donc je donne la parole à la salle. Y a-t-il une ou deux questions ? Assez brièvement, et pour continuer justement sur le RGPD, je comprends qu'on puisse avoir des opinions différentes. Ceci dit, Aymeric a été gentil quand il a parlé de la loi informatique et liberté, parce que concrètement, pendant 40 ans, la loi informatique et liberté, elle a été appliquée essentiellement par les gogos
qui se disent c'est la loi, il faut que je le fasse, ou par les professions extrêmement surveillées, et ça laissait à peu près 60% des entreprises, et pas seulement des entreprises d'ailleurs, les administrations, plein de gens, qui faisaient strictement n'importe quoi, qui ne respectaient pas la loi concrètement. Alors, sur la question de l'avantage concurrentiel en matière de RGPD, une manière de voir les choses, c'est de dire que les données personnelles sont des données personnelles, et qu'il n'y a peut-être rien de plus important que de préserver la vie privée et donc les droits des individus. Ensuite, effectivement, les GAFAM ont pris un avantage concurrentiel parce qu'on les a laissés faire. Une des idées derrière le RGPD, justement, c'est essayer de retourner ce levier, on ne va pas forcément y arriver, contre eux pour dire, vous voyez, nous, on ne le tolère pas, donc on ne le tolérera pas non plus de vous. Ensuite, toutes les entreprises ne sont pas des GAFAM. Je veux dire, je sais pas, Altior, par exemple, voilà, pas forcément besoin d'avoir énormément de données personnelles pour faire son travail, quoique dans l'IoT, ça peut servir. Donc on a ce sujet-là. Et enfin, le RGPD, il est là, il est en train d'être amendé, même si c'est un règlement, il y a quand même des adaptations nationales, parce que bon, voilà, bref. Alors, avantage concurrentiel, il peut quand même y en avoir un. Enfin même plusieurs d'ailleurs. Une entreprise par exemple dont le métier est de vendre des données, si elle ne respecte pas le RGPD, ses clients ne pourront pas utiliser les données qui auront été revendues et donc pourront l'attaquer au civil, puisque en fait ils auront conclu un contrat qui en fait n'a pas est dépourvu de base légale. Ensuite, ça peut être aussi une question de réputation. Une entreprise, qu'elle soit de la donnée ou pas, les SS2I d'ailleurs sont assez dans le viseur là-dessus, et c'est normal de dire, oui, nous on est compliant avec le RGPD, vous pouvez travailler avec nous, il n'y aura pas de problème. Enfin, bon, alors les amendes de 20 millions, bon, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Il faut aussi dire que la CNIL, c'est 200 petits soldats et qu'ils ont tendance à avertir avant de taper très fort, sauf lorsque c'est un gros, dernièrement Darty. Mais tout simplement, ça peut être aussi un problème de la vie sociale de l'entreprise. On va avoir des cas de conflits sociaux qui vont mal se passer dans les entreprises qui ne sont pas conformes au RGPD, et dont le personnel ou des représentants du personnel, en plus de la liste de leurs doléances, vont dénoncer leur entreprise en disant et en plus ils respectent pas le RGPD. On va certainement avoir, j'ai eu l'occasion de discuter avec des avocats, alors on peut pas préjuger de la jurisprudence, mais on va certainement avoir des conflits prud'homaux où il y a des entreprises, par exemple les centres d'appel, où là on a une surveillance complète de l'activité du salarié par un robot, où un salarié va être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base des données recueillies par ces logiciels de surveillance, et où le salarié, auprès des prud'hommes, va aller arguer que son entreprise n'étant pas conforme au RGPD, du coup, les données transmises par le robot ne peuvent pas être prises en compte, et donc c'est un licenciement sans base réelle et sérieuse. Je ne pense pas que ça part ça. Donc il n'y a pas comparer la question du RGPD avec les GAFAM. Je sais, j'étais long, donc j'arrête tout de suite. Moi, je fais beaucoup de sensibilisation sur le RGPD. Tous les chefs d'entreprise me disent ça. Et je leur réponds tous la même chose. Écoutez, vous êtes Google, chapeau. Mais c'est pas je ne pense pas que ça soit le sujet. Je peux répondre du coup? Alors effectivement, bon, j'avais pris l'exemple des GAFA. C'est pas que les GAFA, c'était simplement vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, pour programmer une intelligence artificielle, il y a deux parties. Donc il y a la partie data et la partie algo. Plusieurs études ont été faites qui montrent que ce qui importe le plus, c'est d'avoir un maximum de données, même si on a un moins bon algorithme. Alors, il y a des cas, par exemple, tout à l'heure, je parlais des cancers du sein, où ça a été fait sur peu de données, mais parce qu'ils avaient un super algorithme. Mais à partir du moment où vous avez la même qualité d'algorithme, si vous êtes aux États-Unis ou en Chine, vous aurez plus facilement une IA performante que si vous êtes en Europe, où vous avez moins accès aux données. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'était par rapport à ça. Qu'on soit Google ou une petite boîte, en fait. Merci. Je suis désolé, il est 16h31. Et donc, je dois clore cette table ronde. Merci à vous quatre.